Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ahmed Marlel, représentant régional d'Euraccess Afrique, et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire consacré aux bourses du Conseil européen de la recherche, European Research Council, à destination des chercheurs basés en Afrique. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à cette session. ERC constitue l'un des principaux organismes de financement de la recherche d'excellence en Europe et offre des opportunités exceptionnelles aux chercheurs souhaitant développer des projets ambitieux à fort impact scientifique. Au cours de ce webinaire, nous vous présentons les différents programmes de financement, les procédures de candidature, les critères d'évaluation, ainsi les conseils pratiques pour préparer une proposition de projet solide et compétitif. Nous avons également l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Lucie Salvaudon, Research Program Agent au sein de European Research Council, qui va partager avec nous son expertise, son expérience et ses conseils par rapport à ces bourses du Conseil européen de la recherche. J'espère que cette session vous apportera des informations utiles et vous encouragera à explorer les nombreuses opportunités offertes par l'IRC pour faire avancer vos projets de recherche et renforcer la collaboration scientifique entre l'Afrique et l'Europe. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Également, nous allons suivre après la session. Euh, donc, euh, euh, Nous avons donné la possibilité de donner des questions en direct. On va essayer de faire en sorte une session très interactive par rapport à ces opportunités. Donc, sans s'attarder, je passe la parole à notre invitée aujourd'hui, Madame Lucie. Madame Lucie, le floor is yours. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui, 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 tout est bon. merci beaucoup. Merci à tous d'être merci. Merci à tous d'être présents pour cette session et pour votre intérêt dans l'ERC. Euh, Est-ce que tout le monde voit bien mes slides? Oui. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une présentation un petit peu générale de l'ERC, du Conseil européen de la recherche, et comme disait Dr Malel aussi, des différents types de financement proposés par l'ERC et qui sont aussi possibles pour des chercheurs qui viennent du monde entier et en particulier de l'Afrique, comme c'est le sujet aujourd'hui. Je vous présenterai un petit peu aussi les différents modes de financement et les grandes lignes des candidatures. Mais vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions à la suite du webinaire. Je vous répondrai vraiment avec grand plaisir et je vous donnerai plus de détails si vous avez besoin. Hum, Déjà, peut-être pour commencer, l'ERC, donc le Conseil européen de la recherche, juste pour vous le situer un petit peu, c'est un des programmes de financement de la recherche de la Commission européenne. Donc, l'ERC fait partie d'un grand programme qui s'appelle Horizon Europe, euh, qui est doté de plusieurs milliards d'euros par an et qui finance tout aspect de la recherche. Et l'ERC correspond à 17% de ce budget Horizon Europe, avec un budget de 16 milliards actuellement. L'ERC, c'est une agence et un conseil scientifique indépendant, c'est-à-dire qui décide lui-même de sa politique scientifique. Donc, il est gouverné par un conseil scientifique indépendant de 22 membres, dont sa présidente actuelle, Marielle Leptine. Et c'est ce conseil scientifique qui décide de la stratégie. Ce n'est pas la Commission européenne en tant que telle, c'est vraiment un conseil fait par des chercheurs pour des chercheurs. Et il est soutenu par une agence dédiée qui est l'ERCEA, donc l'agence exécutive de l'ERC. Le principe fondamental de l'ERC, c'est d'avoir l'excellence scientifique comme étant vraiment unique critère de recherche et de financement. Donc, l'excellence scientifique et aussi de soutenir des chercheurs et des chercheuses individuelles. Donc, c'est vraiment soutenir des chercheurs, soutenir leurs projets de recherche. Il n'a pas vocation à financer des gros consortiums de collaboration. Un autre aspect très important, c'est qu'il n'y a pas de sujet de recherche prédéfini. C'est vraiment de la recherche bottom-up. Il n'y a pas de thématique en disant, voilà, on veut que des projets de recherche sur le cancer, on veut que des projets de recherche sur l'intelligence artificielle. Non, c'est vraiment la communauté scientifique et les chercheurs eux-mêmes qui décident les sujets sur lesquels ils veulent travailler.
Et c'est sur tous les domaines de recherche, donc les sciences de la vie, les sciences physiques, les humanités, vraiment tout et tout sujet. Et le principe, c'est d'avoir une évaluation qui est au niveau international, une évaluation par des pairs. Donc, c'est des chercheurs eux-mêmes qui évaluent les projets de recherche qui sont soumis. Pour vous donner une petite idée, voilà, depuis la création de l'ERC en 2007 jusqu'à maintenant, il y a eu jusqu'à 36 milliards d'euros qui ont été distribués en financement européen et ça continue à augmenter et on espère bien que pendant les prochains framework programmes décidés par la Commission européenne, ce nombre va continuer à augmenter. Hum, Juste un petit aparté sur l'agence exécutive de l'ERC. Donc, c'est l'agence qui organise le programme de travail de l'ERC, qui s'occupe de l'évaluation. Donc, c'est là que je travaille. Donc, on reçoit les projets, on s'occupe de l'évaluation. On gère aussi les conventions de subvention avec les différentes institutions de recherche et on assure aussi la communication, les activités. Donc, vraiment, tous vos interlocuteurs au sein de l'ERC, en général, se trouvent dans notre agence. Alors actuellement, notre conseil scientifique est constitué, comme je disais, de 22 membres, donc dans les trois grands domaines de recherche, en life science, en social science and engineering et en social science and humanities. Je ne vais pas vous donner tous les noms, mais bon, ouais, si vous voulez des détails, vous pouvez aller sur le site de l'ERC pour en savoir plus. Donc le principe de l'ERC, c'est vraiment de financer de la recherche d'excellence et de donner du temps et de l'argent aux chercheurs pour pouvoir se consacrer à leur recherche. Donc c'est vraiment des subventions sur le long terme pour tous les domaines de la recherche de points. Donc il faut vraiment être vraiment groundbreaking et dans tous les domaines. C'est vraiment la- comment dire, l'armature de l'ERC. Et le principe, c'est de donner de l'indépendance pour, comme je disais, travailler sur le projet de votre choix, avoir une autonomie financière pendant 5 ans. C'est aussi la possibilité d'attirer dans votre équipe d'excellents chercheurs, de pouvoir les financer, des étudiants en thèse, des postdocs, des collaborateurs qui peuvent venir du monde entier. C'est aussi avec le principe de portabilité, la possibilité pour vous de vous installer n'importe où en Europe. Donc, une fois le financement obtenu, vous pouvez rester dans la même institution d'accueil, mais aussi changer pour n'importe quelle autre institution d'accueil en Europe ou dans les autres pays associés en conservant votre financement. Donc le financement, c'est vraiment pour vous et pour votre équipe en tant que chercheur. Et il y a aussi la possibilité d'obtenir des financements additionnels, soit par des schémas nationaux qui soutiennent les ERC, soit au sein de l'ERC, c'est possible aussi de demander des financements supplémentaires. Je vous en parlerai un petit peu. Alors, les grands appels de l'ERC. Donc, il y a les appels individuels, les Starting Grants, Consolidator Grants et Advanced Grants. Donc, ce sont vraiment la grande majorité des financements de l'ERC sont financés sur ces trois grands appels. Le principe, c'est de financer un chercheur, de lui permettre de recruter des membres d'équipe, des PhD, des postdocs, des techniciens, etc. Et ces différents appels sont ciblés sur différents types de chercheurs. Donc, les Starting Grants, ce sont des appels qui sont destinés aux chercheurs qui sont entre juste l'obtention de leur thèse jusqu'à 10 ans après leur thèse. Le profil type des chercheurs starting sont des chercheurs qui ont déjà un potentiel de, d'indépendance de leur recherche. C'est-à-dire, c'est des jeunes chercheurs qui viennent de commencer la recherche, qui ont un profil excellent, qui ont déjà un peu publié, et si possible, qui ont déjà publié peut-être un- une publication sans leur directeur de thèse. Donc, qui ont déjà un potentiel d'indépendance qui a été démontré. C'est des financements de 1,5 million d'euros pour 5 ans. Euh, Ensuite, pour les chercheurs qui commencent à être un peu plus expérimentés, il y a les Consolidator Grants, qui, eux, sont ouverts aux chercheurs entre 5 et 15 ans après leur thèse, qui doivent déjà avoir démontré qu'ils étaient capables de réaliser de la recherche en toute indépendance. Donc là, il faut avoir déjà certaines publications d'importance sans les superviseurs de thèse et potentiellement avec des collaborations aussi. C'est des grants un peu plus importants, de 2 millions d'euros jusqu'à pendant 5 ans. Les, les appels Advanced Grants sont, eux, pour n'importe quel type de chercheur à n'importe quel stade de leur carrière. Le seul critère de profil, c'est de pouvoir démontrer qu'ils ont un excellent track record au cours des dernières années. Donc, ce sont des chercheurs actifs dans leur domaine avec un bon track record de publication. Et là, les financements, c'est de 1,5 million d'euros pour 5 ans. Pour ces trois appels, il y a aussi la possibilité de demander des financements additionnels jusqu'à 1 million d'euros pour chacun si, par exemple, vous avez des
des besoins en financement additionnel pour faire des grandes expérimentations, pour faire des études de terrain, pour acheter des grands équipements. Donc, pour ces trois appels, on peut rajouter 1 million d'euros. Les autres appels de l'ERC, qui sont un peu différents, donc il y a les appels Proof of Concept, qui eux sont des sortes de forfaits de 150 000 euros, mais qui sont destinés à des personnes qui ont déjà obtenu une bourse ERC et qui ont des résultats qu'ils souhaitent transformer en innovation. Donc ça, c'est un appel un petit peu à part. Et il y a aussi les appels Synergy Grant, qui commencent à prendre un petit peu d'importance récemment. Euh, Contrairement aux grants Starting, Consolidator et Advance, qui sont vraiment des projets avec un chercheur et une équipe, les projets Synergy Grants sont des projets qui peuvent réunir deux ou trois ou quatre chercheurs ensemble, qui se mettent ensemble pour résoudre une question scientifique qui a vraiment besoin d'avoir un aspect synergie de, par exemple, différentes techniques, différentes approches, des approches multidisciplinaires. Donc ça, c'est des projets qui peuvent être qui permettent d'obtenir des financements jusqu'à 10 millions d'euros sur une période de 6 ans. La particularité des projets Synergy Grant, c'est que un des chercheurs ou chercheuses peut être situé en dehors de l'Europe ou des pays associés. Donc ça peut être par exemple deux chercheurs européens plus un chercheur de n'importe quel pays, n'importe où sur la planète, qui peut aussi être financé via l'ERC. Donc ça peut être une possibilité aussi pour déposer des projets. Et il y a le tout nouveau grant IRC Plus qui va débuter cette année. Donc là, c'est 7 millions d'euros pour 3 à 7 ans de recherche. C'est un projet qui vient juste de sortir et c'est vraiment pour des chercheurs, alors on dit un peu Nobel Prize type, c'est-à-dire que des chercheurs qui ont vraiment un potentiel absolument exceptionnel et ça va être des grants extrêmement, extrêmement compétitifs. Donc, je ne vais pas forcément trop en parler aujourd'hui. Les principaux grants, c'est Starting, Consolidator, Advanced et Synergy Grants. Le principe pour ces grants est que l'institution d'accueil doit être en Europe ou dans un pays associé. C'est-à-dire que vous devez avoir un point de chute dans n'importe quel pays d'Europe, dans une université ou dans un centre de recherche, parce que seuls les pays européens ou associés sont éligibles au financement. À l'exception des Synergy Grants, comme je vous disais, où un des chercheurs peut être situé en dehors de l'Europe. Alors pour l'ERC, un projet ERC, en fait, c'est un projet où l'excellence est le seul critère d'évaluation. Et l'excellence, c'est l'excellence du projet de recherche lui-même. Donc le projet de recherche doit être complètement doit être groundbreaking, doit être innovant, ambitieux, et aussi l'excellence du chercheur. Donc il y a vraiment deux aspects qui doivent aller ensemble. Un projet de recherche excellent avec le chercheur ou la chercheuse qui est en capacité, qu'elle a démontré les capacités intellectuelles et surtout, très important, la créativité nécessaire pour réaliser ce projet de recherche. Les financements ERC, je ne vous le cache pas, ils sont très compétitifs. Donc, les taux de succès actuellement sont plutôt autour de, on va dire, entre 10 et 12% de taux de succès. Donc, il faut vraiment avoir une bonne proposition très bien préparée. Et seuls vraiment les meilleurs projets, les 10% des meilleurs projets vont réussir à être financés. Donc, ce qui est important, c'est avant de décider de décider de déposer un projet ERC, vérifier qu'on est vraiment prêt. Donc, il faut vraiment s'assurer de la qualité, de l'ambition et de la rédaction du projet qui soit bien présent. Donc, c'est important aussi de s'entourer de personnes qui, par exemple, ont déjà obtenu un projet ERC auparavant ou qui sont vraiment des gens qui connaissent bien le domaine de recherche dans lequel vous souhaitez déposer votre projet pour vraiment s'assurer que votre projet va vraiment sortir du lot. Par contre, tous les sujets scientifiques sont financés avec le même taux de succès. Donc, il n'y a pas, par exemple, plus de chances d'être financé en biologie ou plus de chances d'être financé en énergie nucléaire ou je ne sais quoi. Vraiment, le taux de succès est réajusté entre tous les différents panels scientifiques de telle sorte que tous les projets de recherche aient la même chance d'être financés, quel que soit le panel scientifique dans lequel ils sont déposés. Un des principes pour l'ERC aussi, c'est une évaluation en deux étapes. Donc pour tous les appels individuels, Starting, Conciliator et Advanced, votre projet sera, vous aurez une seule soumission, mais votre projet sera évalué en deux étapes. Donc la première étape, c'est uniquement la partie 1, votre CV et track record qui sont évalués par des membres des panels. Donc peut-être juste pour vous préciser avant, en fait,
L'ERC fait appel à des chercheurs qui sont membres de panels et qui sont répartis dans différents panels scientifiques que je vais vous montrer. Et ce sont ces chercheurs qui vont suivre l'évaluation des projets du début à la fin. Donc à la première étape, ce sont ces mêmes membres des panels qui vont lire toute la première partie de votre projet, qui vont se réunir et qui vont décider quels sont les projets qui sont les plus ambitieux, qui sont les plus attractifs pour passer en deuxième étape. À cette étape, soit votre projet est rejeté il y a trois scores différents. Les scores C sont des projets qui sont pas de qualité suffisante. Les scores B sont des projets qui sont de bonne qualité, mais pas aussi bons que les autres, on va dire. Donc si vous recevez ce score à la première étape, votre projet est rejeté et vous recevez les différentes évaluations qui expliquent ces scores aussi. Hum, à noter, projets qui sont notés C ou B reçoivent un embargo pour resoumettre. C'est-à-dire que si vous recevez une note de C en première étape, vous ne pouvez pas resoumettre le projet au cours des 2 prochaines années. Si vous recevez un score B, vous ne pouvez pas soumettre votre projet l'année suivante. Donc c'est vraiment important d'avoir un projet de suffisamment bonne qualité pour ne pas être rejeté avec un score qui vous empêcherait de redéposer rapidement. Par contre, si votre projet reçoit un score de A, c'est-à-dire il a l'air excellent, on veut en savoir plus, il sera retenu pour l'étape 2. Alors, ça dépend des panels. En général, il y a au maximum 44 projets par panel qui sont financés. Enfin, qui sont, pardon, pas financés, qui sont sélectionnés pour la deuxième étape. Et en deuxième étape, cette fois-ci, c'est l'intégralité de la soumission qui est lue par les membres des panels, mais aussi on fait appel à des évaluateurs externes qui sont vraiment choisis pour être des experts scientifiques du sujet que vous avez proposé. Et là, pour cette étape-là, donc il y a encore des nouvelles évaluations qui sont réalisées et vous êtes invité à une audition par les membres du panel pour exposer votre projet et répondre aux questions du panel sur votre projet. Et là, si votre projet est retenu, il obtient un score de A et est financé dans la limite du budget du panel, soit il est rejeté avec un score de B. Dans les deux cas, à partir du moment où vous êtes en étape 2, quel que soit le destin de votre projet, vous avez la possibilité de resoumettre l'année suivante si vous le souhaitez. Alors, les panels scientifiques dont je parlais, donc quand vous soumettez un projet, vous devez choisir dans quel panel scientifique vous le soumettez. Il y a trois types de panels scientifiques, ceux en life science, ceux en physical science and engineering et ceux en social science and humanities. Dans chaque panel, il y a en général entre 14 jusqu'à 18 membres de panel qui sont des personnes qui sont très reconnues dans leur domaine et qui sont à même d'évaluer vos projets. Vous pouvez consulter la liste complète des panels scientifiques sur le site de l'ERC et pour chaque panel, vous avez aussi un certain nombre de keywords qui vous permettent aussi de mieux déterminer dans quel type de panel se situe votre projet. Vous avez aussi la possibilité de consulter les membres des panels des années précédentes, ce qui peut vous permettre aussi de déterminer voilà, dans quel type de panel votre projet sera évalué par des personnes qui sont les plus expertes sur le sujet. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, donc, comme je disais, il n'y a pas de différence entre les différents panels scientifiques. Le budget de l'ERC est réparti uniquement en fonction de la demande. Donc, plus il y a de projets dans un panel, plus le panel va avoir de budget pour les financer. Donc, le taux de succès sera le même dans tous les panels scientifiques. Et les descripteurs des panels ne reflètent pas les priorités scientifiques de l'ERC. Donc, ils sont conçus pour couvrir l'entièreté, dans la mesure du possible, des champs disciplinaires qui existent. Mais si vous êtes dans un domaine de recherche qui ne correspond pas à un descripteur qui existe, vous pouvez quand même déposer dans le panel qui se rapproche le plus. Et voilà, c'est pas parce que votre descripteur type n'est pas présent dans un panel que votre recherche ne peut pas être financée. Hum, une autre préconception est il ne faut pas attendre d'être comment dire, un ponte dans votre domaine avant de candidater. L'ERC, c'est vraiment fait pour financer de jeunes chercheurs, notamment via les appels Starting et Consolidator. Et le taux de succès n'est pas spécifiquement lié à l'âge académique. En général, on voit que c'est pas forcément les chercheurs les plus âgés dans un type d'appel qui obtiennent les financements. Souvent, ils sont aussi accordés à des personnes assez jeunes. Donc, à partir du moment où vous êtes, je vais dire, dynamique dans votre projet, enfin dans votre domaine de recherche, même si ça fait que depuis quelques années, vraiment, vous avez une forte chance d'être financé si votre projet et votre track record sont excellents.
Et la production de publications scientifiques elle-même, enfin le Publication Track Record, c'est pas une décision sélective décisive dans le processus de sélection. Bien sûr, les évaluateurs regardent quel type de publication vous avez fait, mais ils ne sont pas censés évaluer ça de manière quantitative. C'est-à-dire, c'est vraiment la qualité de la recherche qui est produite qui est importante et pas la quantité. De même, l'institution d'accueil que vous choisissez pour réaliser votre projet n'est pas un critère de sélection. Donc, que vous déposiez un projet à Oxford ou que vous déposiez un projet dans une plus petite université qui a peut-être moins de renommée, c'est pas un critère d'évaluation pour les, pour les experts. Donc, vraiment, ce qui compte, c'est votre qualité à vous en tant que chercheur et la qualité de votre projet. D'autant que vous pouvez aussi changer d'institution d'accueil au cours de la vie de votre projet si vous êtes financé. Alors, ce qui est important, c'est que l'ERC, c'est ouvert à tous les chercheurs et chercheuses du monde entier. Il n'y a aucun critère de nationalité. Ce qui importe, c'est que il faut qu'au moins 50% de la recherche soit effectuée en Europe ou dans un pays associé. Et il faut avoir une institution d'accueil qui soit éligible à recevoir les financements. Donc, n'importe quelle institution d'accueil de recherche en Europe ou dans les pays associés est éligible. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir une institution d'accueil. J'ai inventé, par exemple, à l'Université de la Sorbonne à Paris, qui vous accueille pour votre ERC. Vous pouvez garder une affiliation avec votre institution d'origine dans votre pays d'accueil. C'est tout à fait possible à partir du moment où vous passez au moins 50% de votre temps en Europe. Donc ça, c'est vraiment le critère qui est le plus important. Quand je parle des pays associés, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui se sont associés à Horizon Europe et qui, du coup, sont éligibles comme n'importe quel autre pays européen. Donc ça peut être, par exemple, l'Angleterre, la Norvège, et il y a aussi d'autres pays un peu partout dans le monde, et alors, notamment en Afrique, l'Égypte et la Tunisie sont des pays associés à Horizon Europe. Donc, ce qui signifie que les institutions d'accueil de ces deux pays sont éligibles au financement européen et tous les chercheurs situés dans ces pays peuvent candidater comme n'importe quel autre pays européen. Les chercheurs qui sont situés dans d'autres pays d'Afrique peuvent tout à fait candidater, mais ils doivent choisir une institution d'accueil soit en Europe, soit en pays associé. Quelque chose d'important à retenir aussi, cette, les 50% du temps à effectuer en Europe concerne uniquement le chercheur principal, donc le PI. Si vous recrutez des postdocs ou des PhD students, eux, ils peuvent être basés à l'étranger ou dans une autre institution d'accueil. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Euh, un programme qui vient commencer depuis l'année dernière, c'est le programme Choose Europe, ce qui permet d'augmenter le financement ERC pour les chercheurs et les chercheuses qui arrivent en Europe ou dans les pays associés. Ça leur permet de demander, en plus des projets ERC, enfin du financement des projets ERC classiques pour les starting, conciliator ou advance, de demander jusqu'à 2 millions d'euros supplémentaires pour financer leur déplacement dans un des pays, dans une des institutions européennes ou des pays associés. Donc ça, c'est des financements supplémentaires que vous pouvez demander dans votre application au moment où vous candidatez. Je vous ai mis ici un petit graphique qui vous représente alors les pays européens et associés qui reçoivent le plus de financement ERC. Donc voilà, peut-être si vous voulez choisir dans quelle institution d'accueil vous voulez déposer votre projet. Donc les, le top 5, c'est l'Allemagne, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas et l'Italie. Mais voilà, la plupart des pays candidatent aussi. C'est juste pour vous donner une petite vision de la distribution des projets ERC à l'heure actuelle. Et comme je disais, tous les chercheurs de toute nationalité peuvent candidater. Et jusqu'à présent, le RC a financé plus de 50 nationalités autres que des nationalités européennes ou de pays associés. Ça représente uniquement pour l'instant 8% de tous les financements ERC, mais c'est en augmentation. Donc, je ne vous cache pas que la majorité des chercheurs concernés sont des chercheurs américains ou canadiens ou chinois, mais il y a pas mal d'autres pays qui sont représentés aussi. Et c'est surtout en voie d'augmentation, donc il y a de plus en plus, depuis ces dernières années, de plus en plus de participation de chercheurs internationaux, en particulier dans les appels Starting et Consolidator, et dans une moindre mesure un peu les Advanced Grants aussi. Alors, concrètement, à quoi ressemble un projet ERC? Donc, ils sont tous, toutes les, enfin, tous les, comment dire,
tous les projets de tous les appels doivent toujours avoir la même structure. Donc, comme ils sont évalués en deux étapes, les projets doivent être rédigés en deux parties. Donc, ce qu'on appelle la Scientific Proposal Part 1, en général ce qu'on appelle la B1, c'est un texte de maximum 5 pages où vous devez décrire l'idée générale de votre projet, quels sont ses objectifs et en quoi ça va révolutionner le state of the art et en quoi c'est groundbreaking, innovant, etc. Donc c'est vraiment un synopsis général du projet qui doit donner envie en première étape aux évaluateurs des panels de se dire ah, ça c'est vraiment une idée de recherche qui est vraiment révolutionnaire, on veut en savoir plus pour éventuellement la financer. Donc ça, c'est 5 pages, la partie B1 du projet scientifique. Et il y a aussi une partie 2, donc scientifique proposal part 2, qui est un document de maximum 7 pages, où cette fois-ci doivent être décrits en détail toute la réalisation du projet, la méthodologie, le plan de travail, l'évaluation des risques, le calendrier de travail, comment les ressources vont être utilisées. Donc ça, c'est vraiment la description précise de la méthodologie sur 7 pages, voire 10 pages pour les Synergy Grants, parce qu'en général, c'est des projets un peu plus larges. Donc, comme je vous disais, les panels scientifiques utilisent uniquement le synopsis de la partie 1 pour l'évaluation et les deux parties, part 1 et part 2 ensemble pour l'évaluation à la deuxième étape. Depuis l'année dernière, la faisabilité en tant que telle de l'approche scientifique est plus évaluée à l'étape 1. Donc, il n'est plus nécessaire de donner tous les détails de la méthodologie nécessaire à l'étape 1. Il faut quand même donner envie aux membres des panels et les convaincre que votre approche scientifique, donc c'est-à-dire la manière dont vous allez aborder vos objectifs et la- euh, l'approche générale que vous allez employer est quand même robuste et donne quand même, a quand même une probabilité d'être réalisable et pas complètement farfelu. Donc, par contre, les ressources, le plan de travail, l'engagement de temps que vous allez passer dans le projet, tout ça, c'est des choses qui sont à détailler en partie 2. Il y a quelques changements qui sont attendus cette année. Si vous connaissiez déjà un peu les projets ERC auparavant, ça c'est des nouveautés. Hum, Depuis 2017, les périodes d'éligibilité pour les starting et consolidator grants ont été augmentées. Donc, comme je disais, pour les starting, c'est maintenant depuis que la thèse a été défendue et pendant les 10 années suivantes. Et pour les consolidator grants, c'est entre 5 et 15 ans après la défense de la thèse. Donc, il y a une partie entre 5 et 10 ans pendant laquelle vous avez le choix de déposer soit en starting, soit en consolidateur selon votre profil et votre projet. Hum, la date limite pour déterminer la date de soutenance de thèse est fixée au 1er janvier. Et par contre, comme les fenêtres d'éligibilité pour starting et consolidateur ont été augmentées, maintenant on ne pourra obtenir qu'un seul starting grant et un seul consolidator grant pendant la carrière, mais autant de advance grant que vous le souhaitez. Hum, À savoir, cette fenêtre d'éligibilité pour starting et consolidator, c'est donc de 10 ans dans les deux cas, elle peut être augmentée dans certaines circonstances, en particulier en cas de congé maternité. Donc, pour les mères qui ont eu un enfant ou plusieurs enfants, elles ont droit à 1 an et demi d'extension de la période d'éligibilité pour chaque enfant né, que ce soit avant ou après la thèse. Pour les pères, le congé parental ou le congé de paternité peut aussi être déduit de la fenêtre d'éligibilité, donc en fonction du temps effectivement pris. Ce qui est aussi le cas pour les maladies de longue durée ou le service national ou les internats en médecine pour ceux qui ont une thèse de médecine. Et aussi pour des circonstances particulières qui vous seraient advenues et qui vous auraient empêché de réaliser votre recherche pour une certaine période, en cas de catastrophe majeure ou pour les personnes qui sont demandeurs d'asile ou les personnes qui ont été victimes de violences. Alors voici le calendrier prévisionnel pour les appels 2027. Alors je dis prévisionnel parce que le programme de travail n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder pour confirmer. Les prochains appels seront les appels Advance Grant, donc avec une date limite fin août. L'appel ERC+, en septembre 2026. Pour les appels Starting et Consolidator, les deadlines sont en octobre 2026 et janvier 2027. Et pour les Synergy Grants, donc la deadline a été décalée un petit peu, donc maintenant ce sera en mai 2027. Bon, j'ai quelques chiffres juste pour, si j'ai pas réussi à vous convaincre jusqu'à présent que le RC était vraiment
une agence de financement qui permettait de financer énormément de chercheurs. On a actuellement 14 000 chercheurs qui jusqu'ici étaient financés par l'ERC et qui ont permis de recruter en tout 120 000 chercheurs depuis le début de sa création. Hum, je vous invite à consulter le site de l'ERC. Donc, si vous tapez ERC sur Internet, normalement, vous le trouvez assez rapidement, où il y a énormément d'informations qui vous aident en détail à comment remplir votre proposition de projet, vous donne toutes les informations, il y a des FAQ. Et il y a aussi des tutoriels ou des mini-webinaires pour vous aider à préparer votre projet ERC, l'écrire, comprendre le principe d'évaluation. Alors, je suis désolée, ils sont en anglais, mais je pense que maintenant, avec les outils de traduction, ça va pouvoir être possible de les trouver aussi en français. Donc ça, c'est pour déposer votre projet. Et il y a aussi des webinaires, des mini-webinaires pour quand vous obtenez un projet sur voilà, comment ça se passe en termes de gestion du financement, etc. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, mais j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions, donc j'y réponds avec grand plaisir. Merci beaucoup, Lucie, pour ces informations très utiles hein, déjà, et cette présentation. Je pense que vous avez fait le tour déjà. Les dispositifs, les mécanismes de financement sont bien clairs. Je pense place aux questions, réponses. Il y a énormément de questions. Il y a des questions en lien avec la présentation le partage des slides. Donc, on va le faire. Il n'y a pas de souci. On va partager avec vous les slides. Également, on va partager l'enregistrement vidéo déjà de cette session pour éventuellement, si vous voulez revenir, bien comprendre un mécanisme par rapport à... Donc, le mot, c'est que c'est jouable. C'est jouable. Et il faut tenter parce que, voilà, donc c'est compétitif, mais on vise l'excellence. Donc, voilà. Peut-être qu'on va faire le mix, c'est-à-dire prendre des questions pour ceux qui veulent poser des questions en direct. S'il vous plaît, vous pouvez lever Exactement. vos mains et ensuite nous allons parcourir ensemble l'ensemble des questions et voir comment donc répondre à ces questions. Ouais. Et alors, on peut commencer par Jamila, il y a Laurent Vidal, qui d'autre, s'il vous plaît? Donc, il y a pas mal de questions. Voilà. Donc, on va commencer par prendre c'est ce premier ensemble de questions. Ensuite, on enchaîne. Voilà. Donc, on a Jamila, ensuite Laurent, ensuite Koulibaly Gaoussou, Imen et Fabrice et Dr Kossi Kabou. Voilà. Qui d'autre? Qui d'autre? Et Isaka. Voilà. Donc, voilà. Quand même, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions. Voilà. Donc, il y a là. Jamila. Très Bonjour, bien. je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Mais j'ai commencé à écrire une question, je vais la dire oralement. Donc là, j'avais compris par rapport à mon âge que l'âge n'est pas un frein, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'hésitais entre trois appels. L'Advanced Grant, le Synergy Grant et le Plus Grant. Est-ce que, d'après ce que vous avez expliqué, madame, est-ce que, puisqu'il y a différentes dates d'appel, est-ce qu'on peut proposer dans les différents appels, puisqu'on a un doute euh, sur lequel on peut soumettre? C'est ma première question. alors non, pour une même année d'appel, vous pouvez déposer que dans un seul. Un Si seul. jamais vous déposez dans deux, ce sera le premier qui sera le premier financé sera celui qui sera retenu. Je Mais m'en doutais. Oui, ouais, ouais, mais oui, et en plus, il faut vraiment. Mon conseil, c'est vraiment de se consacrer oui. vraiment bien à une Ouais. proposition. Ouais. D'autant que Advanced Grant, Synergy Grant et RC+, c'est quand même des appels assez différents. C'est ce que j'ai vu. Merci. Ma deuxième question, si je peux me permettre? Oui, oui, vas-y. Ah, d'accord, Jamila, d'accord. c'est juste une petite Oui. question. Vous êtes de quel pays? Alors, je suis de l'université de Béjaïa, en Algérie. L'Algérie. Ok. Voilà. Enchanté. Ok.
Donc là, moi, j'ai une petite collaboration avec un laboratoire français qu'on travaille depuis des années sur différents projets internationaux, des co-directions de thèses de doctorat. Est-ce Mhm. que c'est un plus pour continuer surtout cette collaboration dans ce sens-là? Alors, tout dépend de votre projet. Donc, Oui, c'est bien d'avoir. Alors, déjà, c'est bien d'avoir une collaboration parce que, effectivement, si vous êtes université en Algérie, Ouais. vous devrez oui, avoir une institution d'accueil en France. Donc, oui. ça peut être bien de demander à vos collaborateurs. Parce qu'en fait, quand vous déposez un projet ERC, j'ai oublié de le préciser, mais c'est très important. Dans le financement, vous pouvez demander le financement de votre salaire aussi. Donc, l'institution Ah, d'accueil recevra le financement pour payer votre salaire aussi. Donc ça, c'est des choses d'accord. qui du coup peuvent être arrangées avec eux pour organiser, pour voilà, avoir ne serait-ce que, je sais Donc pas, un vous me conseillez, excusez-moi, vous part-time me contract conseillez de avec eux pour continuer. pouvoir avoir la. Voilà, Oui. c'est mieux de continuer avec le même centre de recherche que je travaille que de faire un nouveau. Est-ce que c'est un Hum, plus? Bah, écoutez, Non. je peux pas vous donner des réponses pour votre Non, non, cas c'est juste. individuel, mais Ouais. c'est toujours bien d'avoir des collaborations, Ah, c'est mis d'accord. en avant. Pour D'accord. avoir un projet de recherche ERC, c'est quand même important de montrer que vous n'allez pas faire de la recherche incrémentale par rapport à ce que vous faisiez déjà avant. Donc, il faut Ah, quand même d'accord. montrer qu'avec le projet ERC, vous allez pouvoir faire quelque chose de, de différent et de plus ambitieux que ce que vous faisiez déjà avant. Donc, ça peut pas être juste la continuité de ce que vous faisiez. Et, euh, et dans votre projet, c'est bien d'inclure aussi des collaborateurs. D'ailleurs, ils peuvent être Oui, aussi financés dans une certaine mesure, mais c'est quand même important de montrer que c'est votre projet de recherche à vous. Comme je le disais, le RC, c'est un chercheur avec son projet, donc faut quand ouais. même faut pouvoir montrer que c'est pas 50% vous et 50% vos collaborateurs qui sont aussi à l'origine de l'approche scientifique. Donc, Ah, faut vraiment d'accord. montrer que c'est vous l'initiative du projet, que vous vous entourez des collaborateurs nécessaires sur tel et tel aspect parce que c'est pertinent pour ce projet, mais il faut pas que ce soit le point central du projet. Si c'est vraiment une collaboration qui est vraiment très importante sur des aspects différents, pour le coup, un Synergy Grant est peut-être plus adapté à ce cas-là, parce que dans ce cas-là, vos collaborateurs peuvent être aussi les PI du projet, ainsi que vous, sur un pied d'égalité, et vous pouvez tous les deux demander des financements dans le cadre de l'ERC pour chacun réaliser votre partie spécifique du projet. Donc, Moi, dans ce apparemment, cas de c'est ce que je figure-là, veux. Synergy Grant, Ouais. c'est plutôt le plus approprié. Ah, vous m'avez convaincu sur ce point-là. Sinon, excusez-moi, une dernière question, peut-être ça va apporter Ok, pour les ok, autres. vas-y. Vas-y. Comment on pourra contacter une personne qui a déjà eu un projet ERC? Comment on peut Euh, savoir? alors, vous pouvez aller sur le site de l'ERC. Il y a le ERC Dashboard qui est sur partie des sites. Un Vous dashboard. pouvez retrouver OK. tous les projets qui ont été financés Ah, par d'accord. l'ERC depuis le début. Vous pouvez les Très filtrer bien. par, voilà, par domaine de recherche, etc. Et ça Je vous viens de donne mettre le lien, le. hein. Je viens de Voilà. mettre le Ah, lien. super. Voilà. Donc, vous Super. Ouais. aurez le nom des personnes et leur sujet de recherche. Il n'y a pas leur contact directement. Après, c'est à vous de voir Oui, si oui, oui, vous oui. pouvez les contacter, mais au moins les noms des personnes, des lauréats dans tous les différents types dans tous les panels, toutes les années sont publics sur le site de l'ERC. Merci et Très bonne bien. chance pour tout le Très bien. monde. Ok, Merci de merci rien. beaucoup, Jamila. Donc, avant de passer à Fabrice, c'est juste un petit point, Lucie, par rapport aux critères d'évaluation. Est-ce que se rapproche des critères d'Horizon Europe en général? C'est l'excellence, l'impact et l'implémentation. Alors justement, c'est la Hmm. particularité Oui, de l'ERC. Alors effectivement, dans Horizon Europe, la plupart des projets sont évalués sur l'excellence, sur leur impact sociétal, etc., oui, économique, Ouais. et sur l'implémentation, la manière dont ils vont être réalisés. Pour l'ERC, c'est uniquement l'excellence qui compte. Il d'accord. n'y a Donc, il y a, aucune obligation de dire, voilà, mon projet va être important parce que ça va permettre de créer 5000 emplois dans tel ou tel domaine. C'est d'accord, vraiment d'accord. ça peut être de la recherche complètement fondamentale, sans aucune application, complètement blue sky. Et il n'y a pas enfin, il y a pas de section impact à remplir dans le Donc, dossier. ça, C'est c'est très uniquement le important parce projet que c'est un point scientifique. très important. C'est Oui. un point très Oui, important qu'on doit mentionner, oui. Très bien. Alors, exactement. Oui. on passe à Fabrice. Fabrice, est-ce que vous êtes avec nous, Fabrice? On n'entend rien, de toute façon.
Alors, le temps que Fabrice reprend le micro, peut-être on passe à Laurent. Laurent Vidal. Oui, merci. Alors, moi, je suis français, donc je ne suis pas directement concerné, mais je représente des instituts de recherche français en Afrique. Je suis basé en Afrique du Sud, donc c'est plutôt pour diffuser vos réponses à mes collègues. Très D'accord. rapidement, dans les pays bénéficiaires des ERC, est-ce qu'on a quelque part les pays africains qui ont bénéficié jusqu'alors? J'enchaîne mes questions très rapidement, hein. D'accord. Est-ce qu'on peut soumettre en français? OK. Est-ce qu'il y a un Je, appui de je- l'Europe à l'obtention du visa pour le lauréat? D'accord. je peux peut-être répondre petit à petit ou vous voulez toutes les poser d'abord? Non, puis la dernière, c'est très rapidement. Bon, nous, on est assez impliqués dans le programme EURISE avec l'Académie africaine des sciences. Donc, si je dois valoriser l'ERC par rapport avec des collègues africains, qu'est-ce que je leur dis de différent de Eurise? Je connais le programme Eurise, mais en gros, voilà, il y a pas, Hmm. ERC, il y a un panel plus grand de calls, je dirais. Vous les avez bien expliqués. Mais d'un autre côté, Eurise, il n'y a pas la contrainte de localisation en Europe, d'affiliation à un labo européen, etc. Donc, quel est le pitch pour valoriser ERC versus Eurise, si un chercheur africain se pose la question? C'est beaucoup plus d'argent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je me souviens juste plus de votre toute première question. Alors, pour la question des visas, alors l'ERC s'occupe pas elle-même d'organiser les visas. Donc, ça, c'est en général. Par contre, c'est à l'institution d'accueil en Europe qui sera en charge de s'occuper de l'accueil du chercheur et de s'occuper des visas. Après, dans chaque pays, il y a dans chaque pays européen, il y a des points de contact nationaux aussi. Souvent, il y en a certains qui sont spécifique des ERC, qui peut être important. Ça peut être bien en tant que candidat de les contacter en avance pour savoir voilà, comment s'organisent les processus de visa avant de déposer pour savoir combien de temps ça prend, etc. Par contre, l'ERC elle-même s'occupe pas de ça. Par contre, ça permettra que votre institution d'accueil puisse vous faire un contrat de travail et en général, c'est ce qui permet d'avoir l'obtention d'un visa relativement facilement. Euh, les programmes RISE de la Commission européenne, alors, je- bah, des bêtises, mais en gros, du coup, effectivement, ça permet de financer en dehors de l'Europe une institution d'accueil. La différence de l'ERC, c'est effectivement, il faut avoir une institution d'accueil située en Europe, mais comme je disais, vous pouvez quand même garder une double affiliation. Donc, vous pouvez garder une affiliation à votre institution d'accueil dans votre pays local et avoir une affiliation euh, secondaire dans un pays européen, qui est celui qui va recevoir le financement, mais qui vous permettra quand même de recruter vos personnels soit en Europe, soit dans votre institution d'accueil du pays d'origine. Donc ça permet quand même de jongler avec les deux, dans la mesure où vous passez au moins 50% de votre temps en Europe. Donc ça, c'est un peu la différence. Euh, les projets ERC, ils durent plus longtemps que les projets RISE, je pense, parce qu'ils durent au moins 5 ans, voire 6 pour les synergies. Et c'est jusqu'à 2,5 millions d'euros plus des financements additionnels. Donc, c'est quand même des financements, je pense, un peu plus conséquents. Donc, voilà, ça, c'est peut-être le elevator speech que je pourrais donner à ce sujet. Et je crois que vous Et aviez il une y autre a, question tout au début que j'ai ratée. oui, Il y oui, avait, par rapport à la soumission en français du Ah oui. projet. Ouais. Alors, techniquement, vous avez le droit de soumettre dans la langue européenne de votre choix. En réalité, si jamais soumettez dans une langue autre que l'anglais, l'agence va faire une traduction automatique de votre projet et c'est la traduction automatique de votre projet qui va être donnée aux évaluateurs parce que les évaluateurs, eux, ils font leurs évaluations toutes en anglais. Donc, on ne garantit pas le résultat de la traduction automatique de votre projet qui sera ensuite envoyé aux D'accord. évaluateurs. Donc, je Ouais. vous conseille, si vous êtes peu à l'aise en anglais, de faire votre propre traduction. Alors maintenant, on a des outils quand même qui Ouais. existent pour ça et voilà, je vous conseille de soumettre une version en anglais dont vous savez que le contenu correspond bien à ce que vous avez envie de dire. Voilà. merci. Merci Ma toute dernière beaucoup. question, c'était par rapport au tableau des récipiendaires. Il n'y avait pas de pays africains, donc en fait, je me demandais Ouais. voilà, quels sont les pays africains qui ont jusqu'à présent eu des ERC et dans quelle proportion? Est-ce Euh, qu'il y a, alors, en fait, dans le tableau, c'est les pays qui ont reçu des financements. Donc, il faut que ce soit des pays européens ou associés.
Comme je disais, l'Égypte et la Tunisie sont maintenant des pays associés. Alors, à mon souvenir, je ne sais pas si on a déjà eu un financement en Égypte parce que c'est que récent, mais je crois qu'en Tunisie, c'est déjà arrivé. Par contre, en termes de nationalité des chercheurs, alors malheureusement, j'ai pas les chiffres là, mais parmi les nationalités des chercheurs qui ont été financés, je crois que la majorité, c'était des Tunisiens. Il y avait aussi des Marocains. Il y Peut-être a un de peu plus l'Afrique, Europe Afrique du Sud, je me rappelle, et Ghana Ouais, aussi. Oui. Un peu Afrique du Sud aussi. Alors voilà, Mm. majoritairement Afrique du Nord et un peu Mm. d'autres pays. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de quota, il n'y a pas quoi que ce soit. Bien sûr, bien Et sûr. après, ça, c'est pas des données publiques dans le sens, voilà, où on diffuse pas la nationalité des lauréats, juste leur nom. Donc voilà. Très bien. Merci Je vous cache beaucoup. pas que les pays Mm. africains sont les moins représentés probablement de l'ensemble des autres pays qui obtiennent des ERC, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là, pour vous Pour, inciter pour à déposer. promouvoir ça, voilà, pour promouvoir ces opportunités. Alors, merci beaucoup, Lucie. Merci à notre collègue. Alors, on passe à une autre question. Kosi Kabo. Et puis, on va revenir à Coulibaly. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette brillante présentation. Moi, j'avais beaucoup de questions qui sont en bonne partie, sont déjà prises en compte par mon prédécesseur qui vient de poser ces questions. Mais ma Mhm. première question serait de savoir, par rapport au proof of concept, où il faut transformer un projet de recherche en une innovation, un projet de recherche déjà financé par l'URC en une innovation. Mm. Je voudrais savoir s'il y a un niveau de maturité du projet obligatoire pour ce genre de soumission. Par exemple, je fais Ah, un travail, le TRL, c'est-à-dire. Mhm. voilà. Ouais. Vas-y, Pour vas-y, moi, il n'y a pas vas-y. de, il y a pas de TRL, il y a pas de TRL minimum. La plupart, faut quand même montrer que ça peut être de définir une preuve de concept, par exemple, donc avec un TRL 4. Ça peut être de faire une étude de marché avec des TRL un peu plus élevés. Je dirais que il n'y a pas de TRL minimum indiqué dans le programme de travail, mais ça correspond à peu près à TRL 3-4 D'accord. OK, d'accord. Merci beaucoup. dans l'esprit, voilà. Merci, merci. Merci, docteur Kossi. Vous êtes de quel Oui, pays? Vous je êtes de suis quel du pays? Sénégal. Je suis du Sénégal. Sénégal. Enchanté, Voilà. enchanté. Très bien. Merci beaucoup. Merci Je voudrais donc beaucoup. continuer. J'ai d'autres questions, s'il vous plaît. Ma Vas-y. deuxième question, c'est de savoir s'il y a un répertoire qu'on pourra nous partager par rapport aux pays qui sont affiliés en tant que partenaires éligibles. Oui, je peux peut-être retrouver un site qui liste tous les pays associés. Donc, il y a bien sûr tous les pays de l'Union européenne et il y a une dizaine de pays associés. Alors, oui, je pense on peut retrouver la liste de ça. Voilà. Pour les pays africains, c'est Égypte et Tunisie. Il y a aussi Turquie, Angleterre, Norvège, Israël. Je crois qu'il y a Oui, aussi oui, je peux Albanie. Ouais, partager le ouais, lien parce qu'il y a énormément de ouais. liens. Donc, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, donc Merci Voilà. tous beaucoup. ces La pays-là dernière sont question. éligibles, sont éligibles, toutes les institutions d'accueil de ces pays-là sont éligibles pour déposer les projets ERC. D'accord. Ma dernière question serait donc de savoir, puisque nous avons remarqué dans la présentation qu'il y a moins de pays africains qui sont associés. Et aujourd'hui, donc, ma question, c'est de ça. Surtout, il n'y a pas de l'Afrique de l'Ouest, d'où je viens. Ma question serait donc de savoir quelles sont les conditions ou comment devenir un pays associé en tant qu'Africain. Ah, Ou là, alors, c'est un autre dossier. c'est peut-être bon, c'est un processus qui est fait pas uniquement pour les ERC en fait, c'est vraiment tout un processus d'association avec l'Union européenne, avec des aspects aussi économiques, etc. Donc c'est vraiment ça se passe au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen qui Et négocient du avec les gouvernement pays aussi. pour voilà. Oui, c'est le Voilà, donc gouvernement du c'est pays qui mène, voilà, qui lance exactement. cette demande Donc, c'est vraiment officielle. Oui. des négociations gouvernementales entre les pays en question et la gouvernance de l'Union européenne. En général, ça prend quelques années parce que voilà, il faut qu'ils se mettent d'accord sur les conditions, Beaucoup de etc. points. Donc, Oui. à titre individuel, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour inciter notre pays à Merci beaucoup. Nous participer. avons donc la chance d'avoir ERAS et puis RC ensemble ce matin. Ma dernière question, si vous le permettez, c'est de savoir quels sont les types d'erreurs à éviter en tant que
comment peut-on, un postulant? Quels sont les types d'erreurs à éviter au regard de vos expériences que vous avez déjà dans ce genre de candidature? Quels sont les types d'erreurs à éviter? J'ai déjà entendu qu'il faudrait vraiment monter son projet déjà en anglais pour éviter quelques biais de traduction, par exemple. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres biais ou d'autres erreurs qu'il faudrait éviter lors de ce genre de soumission pour augmenter les chances de succès d'un projet soumis? Alors, l'important, c'est d'avoir vraiment une idée qui vraiment sorte de l'ordinaire. Donc, vraiment, il faut s'assurer que le projet que vous allez soumettre, il n'a pas déjà été réalisé, alors je ne sais pas, avec une autre espèce ou avec un autre type de matériel, etc. Enfin, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'original. Donc, vraiment, quand vous faites l'état de l'art, c'est important de voir en quoi votre projet va être différent de ce qui a déjà été fait avant. C'est pour ça aussi que c'est important. Moi, je conseille vraiment beaucoup de le faire relire par des collègues, par des gens qui vous aiment bien et des gens peut-être qui vous aiment un petit peu moins bien, qui peuvent être assez critiques sur le projet. Donc, vraiment les faire relire. J'en ai pas beaucoup parlé, mais dans la partie 1, il y a aussi une partie de CV où vous devez expliquer votre CV et raconter en 4 pages voilà, comment dire, votre expérience de recherche avec vos publications majeures, etc. Ça, faut vraiment pas faire cette partie-là en dernier parce que c'est vraiment très important aussi pour les évaluateurs de bien comprendre qui vous êtes. Et en particulier, vous devez décrire certaines de vos publications les plus, enfin, qui sont soit les meilleures publications, soit celles qui sont le plus en lien avec le projet. Et choisir ces publications, c'est vraiment important parce que les évaluateurs vont pas avoir le temps de lire toute votre bibliographie et ils vont vraiment se concentrer sur ces publications-là. Donc, choisissez celles qui sont le plus en lien, enfin, qui vont vraiment montrer que vous êtes, que vous avez l'expertise scientifique nécessaire pour réaliser le projet. Et si vous candidatez en starting ou en consolidator, sélectionnez aussi des publications pour lesquelles vous êtes soit premier auteur, soit dernier auteur, et en tout cas des publications aussi où il n'y a pas votre superviseur de thèse qui fait partie. Et si vous postulez un advance grant, c'est beaucoup les publications en dernier auteur qui sont souvent regardées aussi par les évaluateurs, donc qui montrent que vous avez déjà voilà, dirigé des recherches. Donc ces publications-là sont importantes et pas des publications trop vieilles parce que ce qu'il faut éviter, c'est voilà, de montrer que tout ce que vous avez fait de très bien, c'était il y a plus de 8, 10 ans, 15 ans. Donc, il faut vraiment montrer que, voilà, au cours de l'année précédente, vous avez aussi publié sur ce sujet qui était très important. Donc, vraiment, la partie CV, track record, euh, prêtez-y une forte attention. Et c'est aussi l'opportunité dans cette partie-là d'expliquer, voilà, si vous avez eu des trous, on va dire, dans votre CV, si pendant une partie du temps, vous avez, je sais pas, travaillé dans une industrie et du coup, qui peut expliquer pourquoi vous avez peut-être un peu moins de publications au cours des dernières années, vous avez la possibilité de raconter ça ici. Et c'est vraiment quelque chose que les évaluateurs lisent aussi. Donc, voilà, vendez-vous bien et prêtez attention à votre CV et track record. Ça serait mon conseil numéro 1. Merci beaucoup, merci Lucie. Alors, on passe, merci Dr Kossi, on passe à Bali. Merci Euh, beaucoup. Merci Ahmed et Lucie pour en tout cas vos présentations. J'ai oui. beaucoup apprécié. Je suis Si vous Koulibaly pouvez de la vous Côte d'Ivoire. présenter de quel pays, voilà. Oui, je suis de la Côte d'Ivoire. Je venais le Au faire. Côte d'Ivoire, ok. Vous avez dit que l'Afrique n'était pas représentée, mais bon, heureusement, il y a le Sénégalais et l'Ivoirien. Ils sont venus représenter la Côte d'Ivoire et l'Afrique dignement. C'était une très belle transition. En tout cas, merci pour toutes ces informations que vous nous avez données ce matin. Bon, je pense que mes préoccupations étaient prises en partie également par le prédécesseur, c'est-à-dire avant beaucoup. Il y a un Français qui a intervenu et puis également beaucoup ici. Mais je vais m'attarder sur l'institution haute, l'institution d'accueil. Oui. Nous sommes des Africains, hein, et nous sommes affiliés à des institutions au niveau de l'Afrique. Et voilà, j'ai pu entendre qu'il faut faire 50% du temps au niveau de l'institution d'accueil. Maintenant, ma première question va à l'endroit de cette institution. Pour l'application, l'institution est concernée ou comment ça se passe? Hum, La en fait, soumission. pour la soumission du projet, vous voulez dire? Oui. Supposons, moi, je prends, je dis n'importe quoi, je prends Paris 3, Université Paris 3, Mhm. comme institution d'accueil, puisque mon institution d'origine ne peut pas être le pays d'accueil. Comment je procède?
avec l'institution d'accueil. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit d'un commun accord. Enfin, vous ne pouvez pas déposer sans qu'il soit au courant. Donc, dans votre proposition, vous ne Exactement. pouvez pas juste écrire, voilà, et ce sera avec l'Université Paris 3, etc. OK. Ce qui est important, c'est de prendre d'abord contact avec l'institution de votre choix. OK. Comme l'intervenante précédente, en général, c'est plus approprié de le faire via une collaboration qui existe déjà, via un OK. laboratoire avec lequel vous collaborez déjà, qui peuvent vous mettre en OK. contact avec les directions de la recherche de ces institutions. Parce que OK. lors de la soumission, il faut il faut avoir une lettre de l'institution d'accueil qui dit j'accepte de recevoir cette personne et de m'occuper de cette personne avec son grant ERC. Donc, et cette lettre, il faut qu'elle soit signée. En général, c'est soit le président de l'université ou le vice-président recherche. Donc, il faut avoir, moi, je dirais 6 mois avant, pris contact avec l'institution, avec la direction recherche de l'institution pour expliquer votre projet, voir s'ils ont un laboratoire qui peut vous accueillir avec l'espace qu'il faut aussi, hein, parce que voilà, il faudra qu'ils puissent vous accueillir et aussi décider avec eux dans quelles conditions ça va être. Parce que est-ce qu'ils vont vous employer? Est-ce que vous avez déjà votre salaire qui va être conservé? Est-ce qu'ils vont devoir payer une partie de votre salaire? Parce que dans ce cas-là, s'ils doivent payer une partie de votre salaire et vous faire un contrat de travail, que ce soit à plein temps ou à 50% ou autre, il faut qu'ils puissent faut qu'ils ajoutent ce financement-là dans le budget de votre projet. Donc le budget du projet est au général aussi, c'est pas vous qui le faites tout seul et qui décidez des coûts de tout ce que vous allez faire. Il faut que vous Exactement. ayez pris contact avec la direction recherche de l'université pour dire, voilà, par exemple, en plus, pour qu'ils puissent mettre dans le budget 50% du coût de votre salaire si vous restez là à 50%, qu'ils puissent mettre dans le budget le coût enfin, combien ça leur Moyen. coûte à eux d'engager un étudiant en thèse, combien ça coûte d'engager un postdoc, si vous avez besoin d'équipement, etc. Ça, c'est avec eux qu'il faut le faire. OK. Merci pour ces informations. Mais le problème, c'est que nous sommes en Afrique, on est plus basé sur la recherche appliquée. La plupart, C'est pas un problème. voilà, la plupart des activités se mènent en Afrique. Peut-être Mhm. c'est pour des questions de spécialité des laboratoires on se retrouve en Europe pour pouvoir, en tout cas, pousser les analyses. Voilà, faire 50%, ce n'est pas un problème. Et également, tous les fonds sont logés pour l'expérience qu'on a. Si tu dois mener une activité sur le terrain et que c'est logé de l'autre côté, je pense que ce n'est pas aisé. Dans la faisabilité, souvent, ça demande beaucoup de procédures et souvent, ça fait que le calendrier prend un coup. Voilà. Est-ce Et qu'il y a une solution à cela? alors, c'est vrai que effectivement, alors, je rappelle, hein, enfin, il n'y a pas l'impact du projet est pas un critère de sélection. Donc, les projets peuvent être des projets de recherche fondamentale, mais ils peuvent très bien être des projets appliqués aussi. Donc, et si OK. vous avez des recherches de terrain, elles sont tout à fait éligibles pour être financées, que ce OK. soit en Europe ou que ce soit vos recherches de terrain en Afrique. Et même si votre projet est 100% des recherches de terrain en Afrique, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est que vous, en tant que personne, vous soyez à 50% en Europe. Par contre, vous pouvez employer des techniciens, des postdocs, des doctorants qui, eux, iront travailler sur votre, OK. sur votre terrain, etc. Et qui, eux, ont pas besoin de passer du temps en Europe. Ils peuvent être employés dans votre pays, là où vous avez besoin de faire vos recherches. Et si ça engendre beaucoup de coûts, là, parce que j'imagine que aussi, si c'est le cas, ça engendre aussi beaucoup de voyages de votre part pour faire des allers-retours, etc., beaucoup d'achats d'équipements, enfin beaucoup de... Ça peut être éligible dans ce que je parlais du budget additionnel. Il y a 1 million d'euros supplémentaires qui peuvent être demandés si vous avez des charges, des dépenses exceptionnelles liées à votre projet. Et avoir des recherches de terrain, c'est tout à fait un critère parce que effectivement, ça coûte particulièrement cher de faire des recherches de terrain. Donc, en plus du budget classique, qui est de 1,5 million pour les starting jusqu'à 2,5 millions pour les advanced grants, vous pouvez demander 1 million d'euros supplémentaires pour tous vos coûts supplémentaires de recherche liés à vos recherches de terrain. C'est OK. tout à fait possible. Si je comprends bien, tu dois être seul, normalement. Pour ces bourses, tu dois être seul. En termes de Alors, collaboration, le chef d'équipe doit être seul, mais l'ERC finance une équipe. Donc, OK. l'argent de l'ERC peut être utilisé pour payer un salaire pour un doctorant, pour payer un salaire pour un postdoc, pour payer un salaire pour un technicien, C'est logé à Très ou tout. bien. plusieurs même. Mais toutefois, les fonds seront logés en Europe. Voilà, l'argent sera géré par l'Europe. OK.
Ouais, Donc, donc ok. voilà, Ouais. donc par exemple, l'étudiant en thèse sera probablement recruté par votre institution d'accueil en Europe, mais pourra passer autant de temps qu'il veut sur son terrain de recherche où qu'il soit dans le monde. Mais là, où se fera sa défense, par exemple? Si c'est un étudiant que moi j'ai pris en Côte d'Ivoire, qui est inscrit dans une université ivoirienne, qui travaille sur le projet, Mhm. ça c'est possible? Ou bien il faut Oui, qu'il alors soit forcément inscrit dans une université au niveau euh, de l'Europe? techniquement, je ne sais pas exactement dans ce cas précis-là, ou s'il faudrait lui refaire un autre contrat, ou s'il y a la possibilité aussi de mettre votre institution dans votre pays d'accueil comme partner organization et qu'il y ait des transferts de fonds qui puissent être organisés pour les ou sur place. Ça, ce serait à préciser et vraiment en fonction de votre projet. D'ailleurs, je tiens à signaler que si vous avez des questions quand vous faites votre budget sur ce type de choses, vous pouvez écrire à l'ERC. Il y a toujours une adresse pour chaque appel sur le site de la Commission européenne des appels. Il y a toujours une adresse email de contact pour les candidats. Et vraiment, c'est des gens chez nous qui y répondent en général assez rapidement en un jour ou deux. Et toutes vos questions sur je veux faire ça dans mon projet, est-ce que c'est éligible, vous pouvez leur demander en avance Ok, ça c'est déjà bon, pour être c'est-à-dire sûr. que tous les personnes peuvent avoir un salaire, mais toutefois les fonds sont logés en Europe, mais on peut, comme vous l'avez dit de Voilà, suite, on peut toujours c'est trouver des ça. Après, ajustements. il y a des possibilités, soit via de la sous-traitance, ou voilà. Je ne vais pas m'avancer trop là-dessus, Euh, mais je peut-être dans comprends. certains cas particuliers, ça peut être possible pour faire des choses. Oui. Mais Mhm. Maintenant, demandez avant de déposer votre projet pour voir si c'est faisable. ok. Ok, docteur Colibali, on doit passer à d'autres. Oui, 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 ouais, juste deux oui, questions, je vais finir, j'ai déjà fini. Est-ce qu'il y a un template disponible? oui, 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 il oui, y a un oui, template Ok, disponible. Il est oui. sur le site de merci. soumission. Ouais. Ben, je Ok, viens de mettre le pour les lien. 7 Je viens pages de et mettre 10 le pages. lien. Je viens de mettre le lien. Vous Ok, pouvez cliquer dedans. opportunity call, ok. Vous avez trouvé les appels qui sont ouverts, open for submission, actuellement. Et donc, lorsque vous allez cliquer sur n'importe quel appel à projet, vous allez à la fin, parce que c'est ouvert pour la soumission, vous pouvez se connecter via votre compte et se connecter à la plateforme de soumission. Et là-bas, vous pouvez télécharger le template. Donc, Ok, c'est merci facile. beaucoup. Tout est guidé déjà, hein, d'accord? Ok. Alors, Mais la alors, toute dernière la toute question, la toute dernière, quand dernière même. question, s'il vous plaît. OK, La toute dernière. Maintenant, pour les vas-y. synergy grants, vous n'avez pas Oui. précisé le nombre d'années. Là, c'est libéral? C'est 6 ans. 6 ans maximum pour les Synergy Grants. Ok, il faut avoir une expérience de 6 ans. Non, non, je parle Ah, une expérience. de Non, non, nombre d'années. non, non. Ah, C'est pas non, précisé. alors c'est ouvert à n'importe quel type de N'importe. chercheur, que vous Ok. soyez un profil starting, consolidator ou advanced, toute personne est éligible pour un Synergy Grant. Ça peut être une combinaison d'un jeune chercheur avec un chercheur plus âgé, on va dire. Voilà, c'est. Ok, j'aurais voulu que ça, la coupe soit inversée, c'est-à-dire plus de PI en Afrique, voilà, par rapport à l'Europe, mais bon, c'est pas grave. Un critère est un critère. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, merci, Merci. merci, merci. Je vous souhaite de très bon courage pour tenter le coup déjà. Alors, il y a quand même il y a plusieurs questions hein, déjà dans le chat, mais également il y a d'autres Mhm. personnes qui sont présentes avec nous qui veulent poser des questions. Vu les limites de temps, on va limiter à une question, s'il vous plaît. Préparez une seule question et comme ça, nous pouvons avancer pour prendre le maximum déjà de participants avec nous. Donc, je vais enchaîner et autoriser Gracie Tsongo et Sylvain Ndinga, qui d'autres? Voilà, un. Et Christelle, Joris, Yves Valérie, et qui d'autres? Voilà, on a Florence, Rabiso et Aïssa et Isaka Yalga. Voilà, donc voilà, le compte est bon, on s'arrête ici. C'est le deuxième lot de questions avec les collègues qui sont présents avec nous aujourd'hui. On s'excuse parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et là, c'est ça l'objectif en fait. Et n'hésitez pas à visualiser par la suite l'enregistrement. Nous allons mettre à votre disposition donc l'enregistrement. Et également, s'il y a des questions, on va essayer de répondre dans les prochains, les prochains jours. Bien, on commence par Sylvain. Bonjour, excusez-moi, je pense que vous m'avez zappé, je suis du premier Ah, groupe. Imen, de premier lot. Ah, ok, Imen, vas-y.
Pardon, j'ai juste une question en fait qui enchaîne sur la question précédente des autres intervenants. Donc merci Lucie pour la présentation, c'était vraiment très riche. Ma question c'est plutôt pour disons que il y a quelqu'un qui porte déjà un projet IRC et qui veut recruter des PhD au postdoc. Est-ce qu'il peut recruter ces éléments sur une troisième, en fait, université, pas celle d'où il vient et pas celle où il a été hosté, donc hoté. Voilà, c'est ça ma question. Disons qu'il est de quelque part de l'Afrique et qu'il y a une université en France qui l'accueille et qui veut recruter un postdoc sur une troisième, par exemple, en Allemagne ou quelque part. Est-ce que cela est possible? Euh, alors déjà, il faut que ça ait été prévu au moment de la soumission du grant, parce que parfois on peut avoir des collaborateurs ailleurs. Euh, En réalité, enfin, c'est pas vraiment un projet collaboratif, un ERC, donc c'est pas un schéma que je recommanderais. Ça peut être, si c'est vraiment nécessaire et si c'est vraiment la seule manière de réaliser la recherche, ça peut être considéré par les développeurs comme étant raisonnable. Mais si c'est juste, voilà, parce qu'on voulait recruter cette personne-là et qu'elle est dans cette université-là, c'est pas une bonne raison. De toute manière, l'institution d'accueil, elle peut recruter les gens et après les détacher à d'autres endroits. Donc, c'est plutôt ça auquel je penserais. Parce qu'il y a vraiment, c'est pas un projet collaboratif. Il y a vraiment, en général, une seule institution d'accueil qui est l'institution qui recrute le chercheur principal et qui recrute les autres membres de l'équipe. Ok, donc si par exemple on recrute, la meilleure solution que vous avez proposée par exemple concernant le détachement, donc on peut recruter quelqu'un par exemple en France et puis Ouais. parce que ses recherches sont liées à l'autre université, on peut le détacher à l'autre université, Voilà, c'est ça? si c'est dans le cadre d'une collaboration avec une autre Ouais, université, il peut y avoir un accord entre l'université française et l'autre université pour que cet étudiant il passe une partie de son temps là-bas pour réaliser les recherches qui ont besoin d'être faites là-bas. ok, super, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci, Imen. Vous êtes de l'Algérie? Il y a une Maroc. Oui, je suis de l'Algérie. D'accord, enchanté. Alors, on Enchantée, passe donc merci. au deuxième lot. Dans la tête ici, j'ai Sylvain. Sylvain? Dinga, c'est ça. Ok, on passe à Florence. Bonjour, Shema. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Florence. Merci d'avoir donné l'opportunité aux Africains pour plus les informer sur les bourses, sur les financements ESC. S'il vous plaît, excusez-moi, je suis déjà enseignante chercheur au Cameroun, à l'Université de Tian du Cameroun. L'année Cameroun, ok. dernière, par exemple, oui, j'ai eu à soumettre un projet à MSCA où mon projet a été rejeté avec 80%, par exemple. Dans ce projet, j'ai une partie à réaliser au Cameroun et une partie à réaliser en UCA, dans mon université d'accueil. Est-ce possible de relancer ce projet pour un financement ERC parce que je suis déjà enseignante au Cameroun? Alors pour moi, les projets MSCA, ils sont quand même assez différents des projets ERC. Oui. Ouais. Ouais, un projet MCA, c'est vraiment juste pour vous financer vous et votre propre recherche. Un projet ERC, c'est toute une équipe. Donc en fait, c'est vous, mais c'est aussi des personnes à recruter, etc. Donc pour moi, un ERC, c'est un projet MMCA plus, quoi. Faut le multiplier par 3 ou 4 pour que ça fasse Voilà, un projet effectivement, ERC. mais je ne sais pas si, étant déjà enseignante chercheuse, ce serait possible donc pour moi d'avoir ce financement avec une université de l'UCA parce que je suis déjà enseignante-chercheur au Cameroun. Comme je disais, si vous avez une institution d'accueil au Royaume-Uni qui Oui. accepte de vous accueillir dans le cadre d'un projet ERC, oui, c'est possible, oui. Ah, Mais je pense qu'il faut réécrire le projet, il faut qu'il soit voilà, plus ambitieux, avec oui. plus d'aspects, etc. Ça Parce peut que ma partir de la même idée de collaboratrice votre projet. oui, ma collaboratrice de UCA a dit c'est possible, on va organiser le projet, mais elle ne sait pas si en tant qu'enseignante-chercheur, je suis éligible en tant Ici, vous êtes qu'applicant.
Si Si c'est je, non, non, enseignant-chercheur, oui, oui, il y a pas de souci, vous êtes éligible, oui. Oui. et si je suis éligible, je passerai un temps au Cameroun et un temps à Yuka, ou bien je pourrais repartir Bah, selon mes convenances. comme je disais, il faudrait être au moins 50% de votre temps en UK. Ah, ok, oui, je Voilà. comprends maintenant. Ok, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Et le Merci beaucoup. travail au Cameroun sera financé parce que je sais, comme vous l'avez dit, c'est Yuka qui a pris le financement. Mais est-ce possible donc de financer la partie du travail que chaque fois je vais réaliser au Cameroun? Si c'est UK qui paye, oui, mais ils peuvent payer pour vos voyages, ils peuvent payer pour vos équipements et vos travails de terrain sur place, par exemple. Oui. Ah, merci beaucoup. Très grand merci et longue vie à cette initiative. Merci Bon beaucoup. courage à vous. Merci. Merci. Merci, merci. Merci. Alors, on passe à donc deuxième, Rabio Issa. Ok, Issa. merci beaucoup. Bonjour, vous me recevez? Oui. Oui. Ok, merci Lucie, merci Ahmed pour vos brillantes présentations qui ont été riches d'informations. Moi, je, je demande plutôt, je veux demander plutôt un conseil puisque je suis un nouveau, je viens de finir ma thèse il y a de cela une année. Et Quel donc, pays, Issa, quel pays? Vous êtes de euh, quel pays? Togo, donc l'Afrique Togo, de ok. l'Ouest. Mhm. Ok. So, ma question, c'est de savoir, compte tenu de la compétitivité et d'exigence de ces grandes, moi, en tant qu'un débutant, puisqu'il y a de cela une année que j'ai fini ma thèse, et le domaine dans lequel je travaille, il n'est pas facile de produire très facilement de papier pour avoir un CV assez lourd, pour avoir une chance d'être financé. Donc, moi, en tant que débutant chercheur, qu'est-ce qui est plus conseillé pour moi? Alors, si vous avez eu votre thèse depuis 1 an ou moins, le call auquel vous pouvez candidater, c'est les starting grants. Vous êtes éligible Ok, pour les starting grants. Le profil, c'est de pouvoir montrer que vous avez déjà la capacité et le potentiel pour être indépendant. Donc, en fait, ce qui sera important, c'est si vos publications, même si vous n'en avez pas beaucoup, si elles sont toutes avec votre superviseur de thèse, par exemple, oui, ça risque d'être trop limite parce que les évaluateurs vont pas savoir si votre travail, c'était vraiment juste vous ou si vous avez toujours eu quelqu'un pour vous guider, pour vous aider. Donc, si vous ok, avez au moins une publication avec d'autres types de collaborateurs que votre superviseur de thèse, vous remplissez déjà beaucoup plus les critères pour être un starting grant. ok, Après, quand je disais, le nombre de publications n'est pas forcément un critère. Et si vous êtes dans un domaine de recherche où tout le monde sait que c'est compliqué de publier, je sais pas, moi mhm, je suis une écologiste à la base, hein, donc on sait que quand on fait des recherches de terrain, des fois ça met 2 ou 3 ans avant de faire un papier. Les mhm, évaluateurs, c'est des évaluateurs de ces domaines-là aussi, donc ils savent à quoi s'attendre en termes de publication. Par exemple, en mathématiques, les gens en général, ils font leur thèse en 2 ans, ils ont publié dans 5 conférences, donc si vous n'avez pas ça, c'est que c'est pas suffisant. Mais dans d'autres domaines, si on sait que vous avez publié par exemple qu'un seul papier, mais c'est un très bon papier et ça nécessite beaucoup de travail, ça sera valorisé aussi. Mais ok, voilà, comme je disais, en starting grant, le principal, le plus important, c'est avoir au moins une publication sans votre superviseur de thèse. ok. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. C'est juste pour information, aujourd'hui, on parle des bourses du Conseil européen de la recherche, mais également, il y a aussi dans le pilier 1 de l'excellence scientifique, dont Horizon Europe les appelle Marie Sklodowska Curie Actions. Et il y a les bourses MSc Postdoctoral Fellowship. C'est pour les docteurs qui ont déjà 8 ans juste euh, d'expérience dans la recherche après l'obtention de leur thèse. Et nous allons Ok, organiser 2 webinaires la semaine prochaine, donc le 10 et le 12 ok, ok, juin, pour promouvoir aussi ces appels. Donc, il y a énormément d'opportunités. Aujourd'hui aussi, c'est IRC, c'est l'excellence aussi également. Donc, ok, voilà. ok. Oui, c'est vrai que si vous n'êtes pas 100% sûr de candidater à l'ERC, parce que comme je disais, c'est très Mm. compétitif, effectivement, les bourses Marie Curie, c'est une bonne alternative. Mhm, Tout ok, à fait. vous m'avez curé. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Alors, on passe à Joris. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour.
Merci Bonjour. pour votre présentation. Moi, principalement, je vais poser des questions en ce qui concerne le droit. J'aimerais savoir quelle est la proportion des bénéficiaires de votre bourse qui ont fait droit, parce que moi, je fais droit international. Ça fait De 4 quel ans que je pays? suis Vous êtes du de quel pays, Cameroun. Joyce? Cameroun, ok. Du Cameroun. Ok. Ça fait 4 ans que j'ai soutenu mon doctorat. J'ai fait beaucoup de voyages de recherche en Europe, notamment en Allemagne, Pays-Bas et en Angleterre. J'ai une dizaine de publications, mais j'ai des publications seules et j'ai participé à une quinzaine de conférences internationales où je présente mes articles. J'aimerais savoir aussi si le fait d'avoir publié seul et d'avoir beaucoup de publications est une bonne chose ou une mauvaise. Merci. Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre dans votre cas particulier. En droit, c'est le panel SH2, hein, Institution, Gouvernance et Legal System. J'ai pas de données pour savoir s'il y a beaucoup de nationalités différentes pour celui-ci, mais a priori, oui. Comme je disais, il faut que votre CV il corresponde à ce qu'on attend pour quelqu'un de votre âge académique dans ce domaine de recherche-là. Donc, si en droit, c'est quelque chose qui se fait beaucoup de publier seul, bah, dans ce cas-là, c'est très bien si vous publiez seul. Et comme vous disiez que vous avez publié sur votre directeur de thèse, ça, comme je disais, c'est toujours un bon avantage. Après, en termes de nombre de publications et type de publication, si c'est quelque chose qui se fait de manière courante dans ce domaine-là, et je parle un petit peu des humanités aussi, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des publications Science, Nature, etc. Mais dans les panels des sciences humaines et des humanités, ils ont aussi tout à fait l'habitude d'évaluer les candidats qui ont plutôt écrit des monographies ou qui ont plutôt fait des conférences, etc., si c'est la manière d'être reconnu dans ce domaine-là. Donc voilà, sans rentrer dans votre cas particulier, si c'est quelque chose qui se fait, si vos collègues, ils ont ce type de CV et que c'est ce type de publication qui permet d'affirmer leur reconnaissance, alors dans ce cas-là, pas de problème. Parfait. C'est Alors, on passe à Yves. Yves Valérie. Yves, vous êtes encore là avec nous? Bah, sinon, on passe à Bonjour à Issa. Ah, Yves. Vas-y, je Yves. crois qu'il est là. tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, Yves. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Oui, merci. Oui, merci, chère Lucie, chère, cette synergie en direction des chercheurs africains. Je suis Yves Valérie Obam, ancien chercheur basé au Cameroun. Ok. Et ma question est la suivante, en lien avec l'accompagnement euh, des porteurs de projets. Est-ce que, à l'image de ce qui se fait avec le MSCA, il y a possibilité que les porteurs de projets se fassent accompagner, quand je parle d'accompagnement, c'est-à-dire se fassent relire leur projet un peu avant la soumission, comme ça se passe un peu avec MSCA, Fellowship. C'est une alors, sorte de soutien, c'est ça? Soutien dans la soumission de projet. Hmm. ouais, alors l'ERC elle-même fait pas du soutien individuel aux candidats. Par contre, dans chacun des pays de l'Union européenne et des pays associés, il y a, comme je disais, les points de contact nationaux qui, en Oui. général, ont un site web national et qui sont, eux, des personnes locales qui sont aussi formées au projet ERC et qui, en général, peuvent fournir un accompagnement pour aider sur le budget ou faire relire la proposition s'ils ont des gens compétents pour ça ou aussi préparer aux auditions pour les gens qui viennent aux auditions. Donc, localement, je vous conseille de demander via l'institution d'accueil en Europe, parce qu'en général, ils ont toujours des gens dédiés au projet européen et qui sont ceux qui sont le point de contact pour l'accompagnement. Mais nous, on ne fait pas de soutien direct aux candidats. Justement, parce que en fait, le mécanisme de points de contact nationaux, c'est un très bon mécanisme. Il y a beaucoup d'assistance dedans. Il faut se connecter, voir où trouver les contacts qui sont déjà publics. Déjà, vous pouvez même avoir leur WhatsApp ou bien leur email, leur contacter pour demander de l'aide, demander du support. Et certainement, il y a beaucoup de, de choses ici. Alors, on passe à la question suivante. On a qui d'autre?
Je pense qu'on a fait le tour, hein, si j'ai oublié. Donc, on a fait le tour des questions. Peut-être on passe à... Il y a Marwa Japeri. euh, voilà. Il y a aussi José. OK. Et Vicenta. Voilà. Pour remplacer ceux qui n'ont pas pu. Voilà. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Et on s'arrête ici. Allez-y, hein. Merci beaucoup. Bonjour. Euh, je suis, mon langue, je suis lusophone, mon langue, c'est portugais, OK. mais je vais débrouiller un peu en français. OK. Donc, Ok. vous êtes de quel pays? Cap-Vert. Cap-Vert. OK. Enchanté. OK. Euh, je suis présidente d'une association capverdienne de lutte contre les violences sur les jeunes. OK. J'ai accompagné beaucoup votre projet pour email. J'ai beaucoup d'intérêt pour travailler avec vous. Mais je ne sais pas si Cap-Vert est éligible. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Oui. Je ne sais pas si Cap-Vert est éligible pour soumettre les projets à l'Union européenne. C'est la Euh, première question. pas directement, parce que le Cap-Vert fait pas partie des pays associés. Donc, si vous voulez soumettre un projet de recherche, il faut que ce soit via une institution dans un pays associé, donc soit européen, soit, comme je disais, les pays associés, avec quelques-uns, mais pas le Cap-Vert, malheureusement. Vous pouvez C'est la faire avec le possible. Portugal, par exemple, C'est possible. avec une institution au Portugal ou dans un autre pays de l'Union européenne, oui, mais pas via votre institution capverdienne directement, non. Ok, ok, je sais. Nous faisons beaucoup de partenariats avec les autres pays, avec les Belgique. Nous avons une association, une ONG de Belgique qui est EPD, que nous travaillons ensemble, ça fait 2 ans. Nous avons des partenariats avec le Portugal, avec le... euh, euh, Mais c'est des projets de recherche uniquement, le RC, hein. comment? C'est pour des projets de recherche uniquement, les Des projets de financements. recherche. Si, 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 si. J'ai pas associé avec les autres pays, avec les autres ONG pour nous candidater. C'est ça? C'est ça, il faut que ce soit une institution qui soit une institution européenne ou de pays associés. Ok, mais je n'ai pas beaucoup d'informations de qu'est-ce que la, euh, toutes les informations pour nous candidater. Vous pouvez m'envoyer? Je crois Oui, qu'Ahmed a oui, envoyé le lien vers le site de candidature, donc là aussi, il y a beaucoup d'informations. il y a beaucoup d'informations et il faut bien lire l'appel parce que pour l'appel, il y a une description. Pour l'appel, il faut bien lire l'appel. De toute façon, on va partager les slides avec vous et Mhm. nous aurons un deuxième webinaire déjà en anglais après-demain déjà. Pour ceux qui Ok, veulent encore donc comprendre, voilà. Donc nous aurons un deuxième webinaire en anglais, une session en anglais. Et donc voilà, il faut bien s'informer, faut bien lire, il faut bien comprendre avant de se lancer pour être éligible, quoi. Parce que à la fin, il y a beaucoup de mécanismes de financement. Là, on parle de Conseil européen de la recherche. Il y a les critères d'éligibilité sont clairs, la nature des projets sont clairs aussi. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Sinon, ok. merci beaucoup. Mais, Oui, ah, ok, ok, merci. ok, J'ai pas que merci. vous m'envoyez le lien ici, n'est pas Oui, possible. oui, 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 on va Ok, partager tout, t'inquiète pas. ok, Alors, ok. ok, on passe Merci, à... bon travail à vous. Merci beaucoup. Allez, Marwa Jabeli, Bonjour tout le monde. Merci bonjour. beaucoup pour cette présentation et ce webinaire. Donc, pour moi, ça, c'est nouveau. Je suis en train de découvrir. J'ai une petite question. Si on travaille, si on a plutôt un PRC ou bien un VRR ici en Tunisie et qu'on est responsable sur une partie, est-ce qu'on peut la valoriser à travers ce programme? Quel programme vous aviez, qu'est-ce que vous aviez déjà? C'est-à-dire si je fais partie d'une équipe qui travaille sur un PRC déjà accepté, PRC, Ah, projet de recherche collaborative ou bien un VRR, est-ce qu'on peut valoriser ça dans votre programme, dans le programme proposé par le PRC?
C'est un Euh, programme national, c'est ça. Donc, ce sont des financements nationaux, déjà, d'accord. pour la Oui, recherche. Voilà. Oui, alors comme je disais, alors un projet ERC, ça doit être un nouveau projet, hein. Ça peut pas être la continuation d'un projet précédent, parce que les évaluateurs sont quand même attentifs à que ce soit de la nouvelle recherche et que ce soit pas juste incrémental par rapport à ce que vous faisiez avant. Enfin, que c'est pas. Donc, c'est toujours bien de mettre en avant dans votre CV que vous avez obtenu d'autres types de financements et que ça montre aussi que vous avez pu construire une expertise sur le sujet. Mais il faut que l'ERC, ce soit vraiment enfin, c'est vraiment un projet lui-même seul en tant que, enfin, qui doit se tenir seul en fait, si vous voyez d'accord, ce que je veux dire. Voilà. d'accord, d'accord, je comprends. Mais vous pouvez tout à fait avoir d'autres financements par ailleurs et déposer un ERC en plus, hein. C'est pas du tout, c'est pas D'accord, merci contradictoire. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et la capacité d'avoir déjà obtenu des financements, c'est quelque chose qui en général est apprécié des évaluateurs aussi. Merci. On vous écoute pas, Monsieur Ahmed. En fait, c'est apprécié aussi au niveau de CV parce que ça donne donc Voilà, c'est plus, voilà. c'est ce que je dis. Ouais, C'est pas un prérequis d'avoir déjà des financements. C'est pas un prérequis pour déposer un projet ERC. d'accord. C'est plus, voilà, pour montrer dans le cadre Oui, ça va. de votre CV que vous avez la capacité à collaborer, Oui, ça va. à obtenir des financements. D'accord, merci Mhm. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Marwa. Alors, on passe à voilà, Je on suis va là dans la terminer. salle de l'autre côté. Je suis en... Voilà, il y a un petit bruit que j'ai coupé. Alors, Vicenta, Si, tu, si. tu, tu as déjà parlé, c'est bon, Ah, j'ai parlé. très bien. Cap-Vert, voilà. Sylvain, sinon on passe à Linda, Ophélie. Linda, Bonjour. bonjour. Oui, Bonjour. oui, bonjour. Oui, oh, malheureusement, j'ai pas pu suivre la présentation, mais avec le peu, je pense que c'est très intéressant. Moi, je suis du Bénin. Je voudrais juste savoir, hein, vous avez dit qu'il y aurait un webinaire pour les bourses Marie Curie, parce que je viens de soutenir, bon, ma thèse a pas encore 2 ans pleinement, donc je souhaiterais savoir s'il y aura un autre webinaire, parce que j'ai entendu dire qu'il y aura un webinaire pour les bourses Marie Curie. Voilà. Webinaire Marie Curie, pas IRC. Pour l'IRC, nous aurons une deuxième session en anglais après-demain. Mais sinon, Ok. pour Marie Curie, ça sera la semaine prochaine et je partage avec vous le lien ici dans le chat. Vous pouvez s'inscrire. Il y a deux sessions, session en français, session en anglais également. Et donc, voilà, vous êtes libre de participer. D'accord? D'accord, d'accord. Donc, il y OK. aura un autre après-demain pour ERC également, Après-demain, oui, IRC en anglais. Oui. En anglais. en Oui. anglais. D'accord. Oui. Là, je pourrais Oui. suivre. Voilà. Très D'accord. bien. Très bien. Alors, Merci. Et on enverra les slides de la présentation de toute façon si vous oui, l'avez raté. Oui, oui. Et d'accord. je tiens à remercier Lucie pour l'effort qu'elle a déjà mis pour préparer la présentation en français parce que on a un temps très court. Donc, Euh, merci beaucoup C'est pour plus ça. facile pour moi de toute façon. Voilà. Merci Alors, beaucoup. la toute dernière question avant de faire une petite lecture des questions déjà soumises dans le chat, c'est euh, alors, Gracie. Tsongo. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je remercie également Dr. Lissi pour sa présentation. Alors, j'avais plusieurs questions, mais la plupart ont déjà été prises en compte par mes prédécesseurs. Je voulais juste revenir sur la soumission en français, parce que Dr. Lissi a dit que nous pouvons utiliser des outils de traduction. Et vu que les évaluateurs sont anglophones, est-ce que la langue, le critère langue ne peut pas être un critère d'élimination, étant donné que lorsqu'on traduit grâce aux outils, on n'obtient pas vraiment le résultat à 100%, donc la traduction n'est pas au top. Est-ce que cela ne peut pas constituer un critère d'élimination? Alors, rapidement, Ouais. la deuxième question par rapport à trouver les contacts
des institutions européennes qui Mhm. peuvent accepter donc d'inviter le chercheur. Est-ce que pour un chercheur junior qui a soutenu récemment sa thèse, concernant le starting grant, par exemple, il peut facilement obtenir un accord d'une institution européenne pour qu'il soit accueilli dans son laboratoire? Merci. Ouais, je peux pas prédire en fonction de vous, Oui. de votre CV et de l'institution à laquelle vous demandez si c'est facile ou pas. Après, c'est sûr que si on ne demande pas, il se passe rien. Mais comme je disais, le mieux, c'est pas de contacter directement l'administration de l'université. Le mieux, c'est d'avoir déjà un contact chercheur sur place avec lequel Ouais. peut-être que vous avez déjà collaboré ou déjà échangé ou déjà discuté lors d'une conférence. Et via ce chercheur, ensuite passer à l'administration de l'université pour voir s'ils sont prêts à vous accueillir, si le projet que vous voulez déposer les intéresse, etc. Donc voilà, mon conseil, c'est de vraiment d'abord passer par un collègue chercheur de l'institution d'accueil dans laquelle vous souhaiteriez éventuellement déposer un ERC pour discuter ensemble si déjà si vous avez le bon profil pour le RC et pour travailler dans ce laboratoire, si votre projet de recherche est intéressant pour eux et si l'institution d'accueil a la possibilité de vous accueillir. Parce que ça nécessite de la place, etc. aussi. Enfin, voilà, un projet ERC, c'est un chercheur qu'on accueille, il lui faut un bureau, de l'espace, un laboratoire Ouais, qui puisse ouais. accueillir des personnels. Donc, c'est quand même un investissement important de la part de l'institution d'accueil. Donc, il faut bien le préparer en amont avec des chercheurs sur place. Exactement. Exactement. Pendant Alors, les soumissions? Ah, et pour la langue de soumission, bah, je redis ce que j'ai déjà dit, hein. Enfin, ouais. c'est soumettre dans une langue autre que l'anglais ne rend pas inéligible, mais c'est le risque que votre projet soit mal traduit et que ça ne corresponde pas à ce que vous ayez en tête. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'utiliser vous-même des outils de traduction et de demander à quelqu'un qui soit bilingue en anglais, peut-être de le relire avec vous pour être sûr que ce que vous soumettez en anglais correspond bien au projet que vous aviez cherché. C'est- En vrai, c'est vraiment extrêmement rare, hein. Ça arrive peut-être une fois par appel qu'il y ait des projets qui soient soumis pas en anglais. Donc, c'est vraiment la quasi-totalité des soumissions sont en anglais et c'est les candidats eux-mêmes qui s'assurent de la bonne traduction de leur soumission. Mais c'est mon conseil. C'est pas dire que vous n'avez pas le droit, mais c'est vraiment si vous voulez vous assurer de déposer dans les meilleures conditions, voilà, soyez sûr que votre traduction anglaise est celle qui est la plus fidèle à votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'on va s'arrêter ici au niveau des questions directes. On va faire une petite lecture du chat. Bien sûr, il y a des questions. Je vais essayer de lire les questions et on va voir avec. Donc il y a bon, Ah bah, je peux il y peut-être a juste répondre à la toute dernière question, parce que la question est liée, c'est est-ce que l'entretien, la enfin dernière. l'audition éligible était également en anglais? Oui, pour le coup, l'audition est en anglais. Parce que Ouais. donc, si vous êtes sélectionné à la deuxième étape, ce sera demandé de faire l'audition en anglais. En général, c'est 10 minutes. Donc, enfin, même si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, vous pouvez les répéter vraiment pour être sûr de bien les assurer. Mais il y a quand même des questions avec le jury après. Donc, c'est quand même mieux d'avoir une maîtrise minimale de l'anglais ou au moins de se faire comprendre. Parfait. Moi, je suis en fait sur le question-réponse tab, où il y a les questions-réponses, pas sur la discussion, mais en fait, il y a de très bonnes questions, hein, tout de même. Bon, il y a une question par rapport aux pays associés. Donc, bon, la liste des pays associés, donc il suffit de taper sur Google, là, vous pouvez trouver Associate Countries in Horizon Europe. Et vous allez trouver la liste. Donc la liste, elle est toujours là, publique et tout. Comme déjà dit par Lucie, il y a la Tunisie et l'Égypte actuellement en Afrique, de deux pays associés à Horizon Europe. Voilà, j'espère qu'on aura d'autres pays également. Sinon, il y a une question. Est-ce que le projet soumis devrait-il aligner aux ODD? Je pense que pas nécessairement, hein. Aligné avec quoi, pardon? Aux objectifs de développement durable, ODD, les Non, ODD. absolument pas. Non. Comme je disais, Ah, l'impact sociétal ou économique oui, c'est un projet de n'est pas recherche. éligible, Voilà. n'est pas un critère, Voilà. donc non, vous Voilà. n'êtes pas obligé. Euh,
Voilà. Sinon, il y a une question. J'aurais besoin de votre éclairage concernant les règles d'éligibilité et de financement applicables aux participants issus de pays à revenus faibles ou bien intermédiaires dans le cadre de financement ERC. Plus précisément, un chercheur affilié à une institution sénégalaise est éligible à participer à un projet et à bénéficier d'un financement. Plus largement, la participation issue de pays, voilà. En quelque sorte, on a déjà Voilà. Comme répondu je à disais, ça. ouais, oui, Ouais, à condition d'avoir une institution d'accueil européenne qui vous accueille pendant 50% du temps ou dans un pays associé. voilà. Il y a aussi un chercheur qui a obtenu sa thèse en 2017. Je voudrais savoir si je peux postuler à quelques de ces programmes. Par ailleurs, je voudrais savoir si mes collaborateurs à UK, au Royaume-Uni, sont éligibles. Est-ce que Oui, en UK? UK, ouais, C'est un pays associé les déjà. institutions au Royaume-Uni sont éligibles, oui. C'est un Voilà, pays voilà. associé. Sinon, il n'y a pas un problème par rapport à l'âge. Là, c'est Non, déjà l'âge n'est indiqué. pas Ouais. un critère du Voilà, tout. Non, voilà. c'est uniquement la science produite qui compte, pas l'âge. Voilà. Donc, on souhaite que bien Madame Salvador partage avec nous la présentation. On va le faire. Oui, oui. Les pays tiers, Horizon Europe, peuvent-ils aussi héberger l'institution d'accueil? Non, c'est uniquement Non, Member State non, et non, pays associés. Voilà, c'est exactement, déjà. oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de lancer un projet dans un domaine de médecine vétérinaire, comme les maladies zoonotiques à transmission hybride? Bon, peu n'importe, on n'entre pas dans le Oui, sujet, oui, oui, oui. mais je pense que oui. Tout domaine de recherche est éligible, donc Voilà, voilà, en médecine vétérinaire, oui. Oui, oui. voilà. Bonjour. L'ULC permettra de financer l'accueil des chercheurs africains. Accueil. Alors, comme je disais, Hmm, hmm. l'institution d'accueil peut mettre dans son budget le salaire du chercheur pour qu'il vienne. Donc, oui, ça finance le salaire du chercheur pendant le temps qu'il travaille au projet. D'accord. Les chercheurs de quel pays africains ont été financés jusqu'à présent? Bon, il y a plusieurs nationalités, mais on connaît, peut-être qu'il faut voir en détail les statistiques, le dashboard, pour pouvoir. Donc, je me rappelle que je vais essayer de voir mais les statistiques ne sont pas actualisées, peut-être. Il faut attendre un petit peu. C'est Oui. jamais celle, oui, oui, c'est celle de, il Hmm. y a jusqu'à 2024 ou 2025, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, quelles activités de type euh, sont couvertes par ILC en dehors de recrutement? Bon, Alors, c'est vous pouvez, dans le budget, il y a du budget pour le salaire, donc recrutement, donc votre salaire et les personnes que vous recrutez, pour de l'équipement, pour des consommables, pour des voyages, pour payer vos publications, si c'est en open access, enfin, dans des revues complètement open access. À peu près tous les coûts liés à la recherche sont éligibles. Ce qui n'est pas éligible, c'est les coûts administratifs, etc. Mais pour ça, il y a un forfait de 25%. En fait, pour chaque euro demandé, il y a 25% qui est donné en plus pour gérer tous les frais administratifs, la bureautique, etc. Mais tout ce qui est équipement, consommable, voyage, personnel, ça peut être payé par le RC. Voilà. Je suis en train de lire les questions, mais la majorité des questions, déjà, on l'a déjà traité lors des questions directes, donc par rapport à l'audition, par rapport à l'éligibilité, etc. Je suis en train de voir s'il y a des questions, voilà, qu'on n'a pas encore traitées. Euh, euh, pour des opportunités, voilà. Donc, pratiquement, hein, les questions tournent autour est-ce qu'on est éligible ou non par rapport à la participation. Alors, une autre question, je peux candidater en choisissant ce même laboratoire avec un projet qui se fera entre mon laboratoire d'origine et celui d'accueil. Euh, Ça peut être le cas. Donc, ce sera le laboratoire d'accueil qui sera le laboratoire principal et votre laboratoire d'origine, il peut être impliqué dans le cadre d'une collaboration. et est-ce que les ONG peuvent aussi soumettre des projets, ELC, les Euh, ONG? n'im- N'importe quelle entité légale peut soumettre un projet ERC, à condition que ce soit un projet de recherche, évidemment. Oui. Donc, Euh, toute entité légale qui emploie un chercheur peut soumettre. mais de toute façon, entité légale qui a
ce qu'on appelle le label recherche, quelque part. Donc, qui fait Bah, de il y la a recherche. des entreprises peuvent Hmm. soumettre des ERC, hein, des Oui, entreprises qui qui font ont de la le recherche et du développement, développement, ou oui, même R&D. une ONG, je pense que ça a déjà dû exister. Il y a des ONG qui emploient des chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, à partir du moment où c'est un projet de recherche, toute entité légale est éligible. Par ailleurs, c'est-il possible de proposer un projet multinational? Multinational, c'est-à-dire un Alors, consortium, c'est les ça? ERC, c'est un projet et un chercheur. Donc, en général, c'est un pays, même si vous avez le droit, si vous avez, je sais pas, du terrain dans d'autres pays, vous pouvez aller dans d'autres pays faire vos recherches de terrain, par exemple. Si vous avez vraiment si vous êtes vraiment plusieurs chercheurs de différents pays ou du même pays, il y a aussi les appels Synergy Grants, comme je disais, où là, c'est pas un seul chercheur, mais c'est deux, trois ou quatre chercheurs ensemble qui peuvent être de pays différents qui peuvent déposer un projet ensemble. Donc ça, c'est les Synergy Grants. Et dans ce cas-là, c'est possible qu'un des pays soit en dehors de l'Europe ou des pays associés et puisse quand même être financé. D'accord. Là, une autre question. Bonsoir, s'il vous plaît. Toutes mes publications sont avec mon superviseur. Donc, je suis éligible au financement ou je dois obligatoirement publier un article sans mon directeur de thèse. Donc, Alors, voilà. techniquement, tout le monde est éligible, hein, c'est pas un souci d'éligibilité. Par contre, vous ne correspondez pas vraiment au profil. Enfin voilà, quand les évaluateurs devront répondre, est-ce que ce chercheur montre un potentiel d'indépendance et de recherche créative, ils vont avoir du mal à dire oui parce qu'ils n'auront pas de preuves que vous avez déjà publié sans votre directeur de Oui, thèse. Donc oui, vous êtes éligible, mais si je devais vous conseiller, je vous dirais attendez d'avoir vos propres publications avant de soumettre un projet ERC. oui. Une autre question importante. Bonjour, je suis camerounaise, mais mes travaux de recherche sont basés au Ghana. J'aimerais savoir si les femmes mères doivent également faire obligatoirement 50% du temps de recherche en Europe. C'est-à-dire, voilà. Oui, effectivement, ça c'est le 50% du temps de recherche, c'est vraiment pour tout le monde et il y a pas d'exception. Quand on a des enfants, la différence, c'est qu'on peut candidater plus longtemps au Starting et Consolidator Grant, mais on Mm. doit quand même passer 50% du temps en Europe. Oui. Voilà. OK. Est-ce que ONG peut se missionner? Donc, on a déjà répondu à ça. Bonjour, je suis Sylvain, enseignant-chercheur à l'Université Congo. Ma question est de savoir quelles sont les attentes de LC en termes de résultats de projet. En termes de Euh, résultats, bah, bien sûr, il faut. Alors, c'est de la recherche de pointe, hein. Donc, voilà, quand on recherche des projets qui prennent quand même certains risques, donc parce qu'il faut que ce soit quand même de la recherche qui soit très ambitieuse. Donc, un niveau de risque est acceptable. Donc, c'est acceptable que vous n'ayez pas à la fin du projet tous les résultats que vous aviez espéré avoir, parce que voilà, la recherche, on sait comment ça ouais, commence, on sait jamais comment ça finit. ouais, Ce qui est quand même attendu, enfin voilà, l'espoir des évaluateurs, c'est que votre projet permettra quand même d'augmenter la connaissance, de donner enfin, ouais. de, de bénéficier à la communauté des chercheurs. Donc on s'attend à ce que vous publiez des articles. Et d'ailleurs, les projets qui sont financés doivent faire un rapport scientifique à mi-période et à fin de période où vous devez expliquer voilà, quel progrès vous avez Ouais, fait, etc. c'est important. Et si un Euh, projet, au bout de quelques années, on voit que ça démarre pas du tout, c'est possible qu'il soit arrêté par la Commission européenne s'il y a vraiment zéro résultat. c'est clair, c'est clair. C'est très rare, hein, c'est très rare, mais voilà. Ouais. En tout cas, on termine par cette toute dernière question. De Bénin, dans les 10 ans après la thèse, si on a fait un break de 2 ans sans faire la recherche, on sera éligible pour Starting Grants ou non? Merci pour tout. Non. Alors, ça dépend des cas particuliers. Les starting grants sont éligibles jusqu'à 10 ans après la thèse. Donc, si au cours de ces 10 ans, vous avez fait 2 ans de break, c'est éligible. Si c'est un break que vous avez dû faire pour faire votre service militaire ou pour faire enfin voilà, pour des raisons que j'avais mis dans la slide, c'est possible de candidater jusqu'à 12 ans dans ces cas-là. Enfin, si vous avez, Ouais, absolument. si c'est un break qui est légitime pour ça.
Mais d'une manière générale, jusqu'à 10 ans, c'est bon. Et si vous avez un break, indiquez-le dans votre CV pour expliquer pourquoi, voilà, pendant 2 ans, vous n'avez pas eu de publication parce que Oui, vous êtes c'est allé c'est faire important. ci ou ça, voilà. C'est important. Alors, bon, je pense qu'on est arrivé à la fin. Bon, Ok. j'ai vu la Tunisie peut-elle accueillir? Oui, parce que c'est un pays Oui, la associé. Tunisie L'Égypte aussi. est Ouais, considérée comme les universités tunisiennes peuvent déposer des projets ERC. ouais, voilà. Bon, Et l'Égypte aussi. exactement. C'était une session très riche. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, tout le monde. Et ça, c'est bien parce que nous, l'objectif de cette session d'information, c'est de donner plus d'informations, d'expliquer plus, bien évidemment, d'aller vers la possibilité de soumettre réellement des projets. Alors, le mot de la fin, je tiens à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour cette belle participation, l'intérêt remarquable que vous avez manifesté tout au long de ce webinaire, la richesse des questions posées aussi, parce qu'il y a des questions très pointues, les échanges lors de la session. Je pense qu'elles témoignent bien l'engagement de la communauté africaine, donc par rapport aux opportunités d'Horizon Europe en général. Alors, j'adresse également nos plus sincères remerciements à Dr. Lucie Salvaudon pour sa disponibilité, ses explications claires et précieuses, ainsi que pour le temps qu'elle a consacré pour répondre à toutes les questions déjà, voilà, de- sans exception. Alors, nous espérons que ce webinaire nous a permis d'éclairir beaucoup de choses par rapport aux opportunités qui sont là. N'hésitez pas, après-demain, nous avons un deuxième rendez-vous. C'est la session en anglais. Donc, n'hésitez pas aussi à participer. Nous allons partager avec vous l'enregistrement vidéo dans la chaîne YouTube de Access Afrique, également dans les réseaux sociaux, mais aussi les slides de Madame Lucie, que par la suite, elle va nous envoyer des slides. Nous allons partager ça avec vous. Donc, au nom de Access Afrique, merci encore pour votre présence et surtout votre confiance. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et beaucoup de succès pour vos projets présents et futurs, Inch'Allah. Allez, ciao. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye.